Bonjour à tous et bienvenue en Russie. C'est Anna, guide de l'agence touristique Tsar Voyage. Nous vous saluons en confinement 2020 et présentons notre série des vidéoconférences La mosaïque de Moscou, au cours de laquelle nous parlons de l'histoire des quartiers dont se compose notre ville. Dans cette émission, nous allons aborder un sujet éminent, le Kremlin. Mais la notion du Kremlin est riche de substance. Ainsi, aujourd'hui, tout le monde va dire sans hésitation que le Kremlin de Moscou, c'est le pôle du pouvoir de notre pays. Et c'est juste, mais force est de dire que c'est seulement une des conséquences des faits historiques. Parce que le Kremlin symbolise aussi la cité de Moscou, la vieille ville fortifiée, mais avant toute chose. Le Kremlin, c'est une forteresse médiévale urbaine. Donc, dans cette émission, nous allons étudier l'évolution historique de la forteresse sur la colline Borovitsky, le berceau de Moscou. Inscrit sur la liste de l'UNESCO, la citadelle en briques rouges, poignée au crénelé, s'élève sur la colline Borovitsky de Moscou. Le Kremlin surplombe la Moskova, qui lui sert depuis toujours d'un fossé d'eau naturel. Les murs, d'une hauteur impressionnante, allant de 6 jusqu'à 19 mètres, étaient érigés à la fin du XVe siècle pour protéger les habitants de la ville. Longs de plus de 2 km, ils embrassent la cité de Moscou, un quartier dont la surface fait presque 28 hectares. Tels sentinelles, 20 tours se tiennent à sa défense, dont 3 étonnent par leur forme. Les tours situées aux angles de l'enceinte sont de plan circulaire. Les bâtisseurs du XVe siècle tenaient compte de l'invention de l'artillerie d'attaque et de défense. Cette forme circulaire donnait un atout permettant de pointer les canons dans tous les sens. Et puis, la forteresse du Kremlin de Moscou a une drôle de particularité. La muraille n'empêche pas de distinguer quelques bâtiments à l'intérieur. Cette particularité est due au relief. C'est que la cité se trouve au sommet d'une colline naturelle, alors que du côté de la rivière, la muraille passe sur son pied en longeant la berge. Et maintenant, dépouillons tout ce qui est apparu en Moscou au cours de 870 ans de son histoire et retournons au XIIe siècle. Il est dans l'usage russe de dire que le Kremlin fut à l'origine de la ville de Moscou. Mais la contrée sur la rive nord de la Moskova était peuplée avant la construction de la forteresse. Les annales gardent le nom du propriétaire des terres alentours, par exemple. Mais c'est vrai que la construction d'une forteresse, c'est un rebondissement qui a donné naissance à la ville de Moscou. Moscou surgit vers le milieu du XIIe siècle, une période féodale en Russie. Yuri Dolgorouki, un kniaz, ce qui veut dire prince, fils du grand prince, détient le domaine de Souzdal, qui est marqué en orange sur notre carte. En 1157, il reçoit son cousin et allié, le prince de Novgorod-Seversky, pour un festin à Moscou, pas loin des limites sud de son domaine. Le prince Yuri Dolgorouki s'en va ensuite, mais en 1156, il ordonne d'ériger une forteresse sur la hauteur de la colline Borovitsky. Ainsi, la première forteresse était créée. Les historiens sont d'accord que la raison a inséré des avantages géographiques. Un tertre de 30 mètres de hauteur est baigné de deux côtés par la Moskova et la Neglinaya, qui rendait ce terrain naturel difficilement accessible. C'est sûr que les fortifications consistaient alors dans une muraille en bois, protégée par des remparts de terre et probablement un fossé d'eau. Vous pouvez voir un schéma présentant l'évolution de la forteresse au cours des siècles. En rouge, c'est le Kremlin survécu jusqu'à nos jours. Mais la première forteresse du XIIe siècle était beaucoup plus petite que celle actuelle. Il encerclait le terrain, mesurant environ 1 hectare, alors que de nos jours, le Kremlin en fait 28. D'ailleurs, cette enceinte-là ne s'appelait pas Kremlin. Elle figure dans les annales comme un Detinets, encore un mot russe ancien qui était utilisé à l'époque médiévale pour indiquer une forteresse. Construite comme une poste de garde pas loin des frontières du domaine, la forteresse abritait des locaux de garde et des dépôts d'armes, alors que le bourg moscovite se situait quelque part à l'est ou nord-est de la colline. Il est même possible que la maison du représentant du prince se trouvait aussi à l'extérieur. Si c'était le cas, alors elle devait être à la pointe de la colline formée par les deux rivières. Et en cas de danger militaire, tout le monde venait se cacher dans la forteresse.
Cette première forteresse était détruite dans la deuxième moitié du XIIe siècle au cours d'une attaque militaire. Mais le bourg moscovite s'en est remis assez vite et une nouvelle enceinte en bois était érigée. Celle-ci était plus grande que la précédente, elle couvrait déjà tout le plateau de la colline. Pour la première fois, le mot Kremlin, en rapport avec la ville de Moscou, est mentionné dans les annales au XIVe siècle. En 1331, un grand incendie détruirait la ville du Kremlin sur la Moscova. On ne peut pas dire pertinemment quelle est l'origine du mot Kremlin. Certains historiens avancent qu'il dérive du mot grec kremnos, indiquant une hauteur ou une pente raide surplombant une rivière, ce qui convient dans le cas de Moscou, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, au XIVe siècle, Moscou étant le siège du métropolite, il y avait beaucoup de Grecs dans sa cour. L'autre avis historique s'appuie sur la racine russe du mot Kremlin, qui est la même que du mot bordure, ce qui veut dire limite ou frontière, et notamment Moscou avait été construite comme une forteresse frontière. Dans tous les cas, si on n'est pas sûr pour l'étymologie du mot Kremlin, on l'est pour son sens. En Kremlin indique le centre-ville fortifié. Dans la mentalité russe, le mot Kremlin est indissociable de la notion d'une ville. Et le mot ville, à son tour, provient du verbe à deux sens, construire et enclore. Donc, s'il y a un Kremlin, alors il ne s'agit pas d'un village ou d'un bourg, mais d'une ville. Sa cité, c'est le Kremlin, qui est d'habitude entouré par des faubourgs. En outre, depuis le XIIIe siècle, Moscou est le centre de la principauté et la cour du prince se trouve également ici. Mais je rappelle qu'on s'est arrêté en 1331 et le Kremlin est brûlé. Alors, dans les années 1330, sous le prince Ivan Ier, surnommé Kalita, ce qui veut dire grande bourse, une citadelle de chêne impressionnante s'est élevée à Moscou. Sa muraille était de 2 à 6 mètres d'épaisseur et à moins de 7 mètres de hauteur. Le socle de la muraille consistait dans de cages en plein bois, comblées de terre et installées par-dessus des remparts de terre. La surface de notre citadelle urbaine a grandi jusqu'à 19 hectares. Mais 3 décennies après, il était détruite par un terrible incendie en 1365. Le jeune prince de Moscou, Dimitri, qui est entré dans l'histoire comme Dimitri Donskoï, décide de l'édification d'une forteresse plus solide, en pierre. C'était la première forteresse en pierre de cette partie de la Russie. Elle était construite en 1367, au cours d'une seule saison, de la pierre de calcaire. Cette époque s'est imprégnée dans la mentalité russe. Depuis, on appelle Moscou la ville en pierre blanche, ce qui embarrasse d'ailleurs les touristes étrangers aujourd'hui. Lors des travaux du XIVe siècle, la surface du Kremlin s'est accrue encore un peu en se rapprochant de la taille actuelle. Il mesurait 23 hectares. En plus, c'est à cette époque que la muraille sud est descendue sur le pied de la colline sur la berge de la Moscova. Afin d'éviter l'endommagement de la muraille à cause de l'eau, les constructeurs ont fait une fondation d'une solidité inédite, faite aussi d'une pierre blanche et descendait à la profondeur de 6 à 9 mètres. Au cours du siècle suivant, le XVe siècle, la puissance des princes moscovites va en croissance. En outre, en 1472, le grand prince de Moscou, Ivan III, épouse l'héritière de l'empereur byzantin mort, sa nièce, Sophie Paléologue. Les historiens concluent qu'en 1480, sous le prince Ivan III, Moscou devient capitale de la Russie moderne unifiée. La formation d'un nouvel État demande de nouvelles formes architecturales. Ainsi, au tournant du XVe-XVIe siècle, des travaux grandioses sont menés à Moscou, dont les meilleures œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé par la forteresse du Kremlin. Elle était reconstruite par les architectes italiens qui étaient arrivés en Russie dans la cour de Sophie Paléologue, soit étaient invités par le prince exprès à cet effet. Au cours de 10 ans, depuis 1485 jusqu'à 95, on érige la forteresse en briques rouges, celle que l'on voit toujours. Elle s'est installée principalement à la place de la forteresse précédente, en pierre blanche, mais sa surface a grandi encore un peu et atteint 27 hectares et demi. La muraille couvre 2235 mètres.
Regardons la carte faite sur l'ordre du tsar dans les années 1600. L'axe nord-sud y était bousculé, nous permettant de la retourner afin d'avoir le nord en haut. Le côté sud étant le plus souvent exposé aux attaques, les travaux ont débuté là-bas. En plus, le mur là-bas était doublé. Avec cette partie, qui est disparue de nos jours, l'ensemble du Kremlin comprenait plus de 20 tours. Chaque tour est différente, mais chacune des tours est une citadelle indépendante à plusieurs étages de tir. C'est l'époque de l'arme à feu, ainsi les meurtrières sont faites pour les canons. Il n'y a pas de passage direct entre les murs et les tours. Et donc si les ennemis occupent une partie de la muraille, ils ne peuvent pas accéder aux tours adjacentes, alors que les défenseurs peuvent se barricader dedans et pointer leurs canons sur l'endroit occupé. Le Kremlin a pris une forme triangulaire presque géométrique. Les rivières assuraient bien sa sécurité de deux côtés, et du côté de la place Rouge, un fossé était creusé. Il était fait un peu plus tard, tout au début du XVIe siècle, et mesurait 32 mètres de largeur et environ 10-12 mètres de profondeur. À cette époque, Sophie, paléologue, a apporté en Russie le blason de la famille impériale byzantine avec un aigle à deux têtes, qui est devenu par la suite les armoiries de la Russie. Et sous les premiers tsars de la famille Romanov, au XVIIe siècle, 4 girouettes en forme des aigles bicéphales ont perché sur les plus grandes tours de l'ensemble. Un autre grand changement du XVIIe siècle était la hauteur des tours. Elles ont grandi de quelques étages et reçu leur chapiteau vert reconnaissable. Comparer la peinture figurant une construction historique avec une photo moderne. L'URSS a aussi laissé sa trace sur la muraille du Kremlin. Ainsi, dans les années 1920, disparaissent des chapelles religieuses qui attenaient à quelques-unes des tours. Par exemple, la tour Saint-Sauveur avec l'horloge. Sur les photos du début du XXe siècle, on voit 2 chapelles qui flanquent la porte de 2 côtés. Encore un changement de l'époque, ce sont les étoiles rouges soviétiques à 5 pointes couronnant certaines des tours. En 1935, le gouvernement soviétique fait enlever les aigles bicéphales impériaux du XVIIe siècle et fait installer 5 étoiles en bronze. Mais celles-ci ont noirci très vite à cause de la pollution urbaine et alors, en 1937, celles surnommées les étoiles de rubis sont montées sur les 5 plus grandes tours. La matière n'étant pas le rubis, mais 2 couches de verre, une blanche opaque à l'intérieur et l'autre supérieure rouge. 5 étoiles pesant environ 1 tonne et mesurant plus de 3 mètres en diamètre sont en fait des girouettes illuminées de l'intérieur. Elles sont toujours à leur place parce qu'elles se sont transformées en un des symboles de Moscou, un des plus reconnaissables au monde. C'est tout pour mon aperçu historique de la forteresse du Kremlin. Mais je tenais à vous en parler parce qu'un Kremlin, c'est une réalia médiévale intrinsèque de notre histoire aussi matérielle que mentale. Vous savez maintenant qu'un Kremlin, c'est une forteresse urbaine qui ne se limite guère par un palais du prince ou par sa cour. Et vous savez aussi qu'un Kremlin, ce n'est pas un nom propre à Moscou. Des Kremlins, il y en a en Russie, dans d'autres grandes villes anciennes. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Russie, alors abonnez-vous à notre chaîne et dites-moi dans les commentaires quel monument vous aimeriez découvrir. Si vous êtes intéressé par la vie moderne de Moscou et de Saint-Pétersbourg, tout ce qui est les concerts musicaux, de nouveaux restaurants ouverts, les sorties en famille le week-end, alors bienvenue sur notre page Facebook et Instagram. Vous pouvez trouver tous les liens dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une semaine dans un autre quartier de Moscou. До свидания!